Épisode 2. À quoi sert vraiment l'argent? Pouvoir, confiance et domination monétaire. On dit souvent que l'argent sert à acheter des choses. De la nourriture, un logement, du confort. Comme si sa fonction était évidente, presque neutre. Mais si l'argent servait seulement à faciliter les échanges, pourquoi provoque-t-il autant de tensions, de conflits, de dépendance? Pourquoi celui qui en contrôle l'émission semble toujours avoir un coup d'avance? Aujourd'hui, on va poser une question simple, en apparence. À quoi sert vraiment l'argent? Et vous allez voir que la réponse n'a rien d'innocent. Chapitre 1. Les 3 fonctions et le décor officiel. Dans tous les manuels d'économie, on commence par la même leçon. L'argent aurait d'abord 3 fonctions. D'abord, une unité de compte, il permet de mesurer la valeur. Ensuite, un intermédiaire des échanges, il évite le troc. Enfin, une réserve de valeur, il permet de stocker de la richesse dans le temps. Présenté comme ça, l'argent ressemble à un outil technique, presque administratif. Un mètre pour mesurer, une balance pour peser. Mais cette définition dit surtout ce que l'argent fait, pas ce qu'il produit socialement. Car derrière ces 3 fonctions apparemment neutres se cache une question beaucoup plus politique. Qui décide de la valeur? Qui garantit l'échange? Et qui protège la réserve? Chapitre 2. Mesurer, c'est déjà imposé. Prenons l'unité de compte. Dire qu'un objet vaut 10 € et un autre 100, ce n'est pas seulement décrire le monde, c'est l'organiser. Georges Simmel l'expliquait déjà. L'argent transforme des qualités différentes en quantités comparables. Une heure de travail, une œuvre d'art, un repas, un terrain, tout devient commensurable. Ce pouvoir de mesure n'est jamais neutre. Décider comment on évalue le travail, la rareté, le risque, c'est déjà en un sens imposer une hiérarchie. Et ceux qui maîtrisent les règles de cette mesure maîtrisent souvent bien plus que des chiffres. Chapitre 3. Faciliter l'échange ou rendre dépendant. L'argent facilite donc l'échange, c'est vrai, mais il permet surtout d'échanger avec des inconnus, et donc de rompre la dépendance directe au lien social. Dans une économie monétaire, je n'ai plus besoin de connaître celui qui me nourrit, celui qui me loge ou celui qui me soigne. J'ai juste besoin d'argent. Cette abstraction est puissante, elle rend la société plus fluide, mais aussi plus froide. Les relations deviennent conditionnelles. Tant que je peux payer, tout fonctionne. Le jour où je ne peux plus, je sors du jeu. L'argent ne supprime pas la dépendance, il la déplace. On ne dépend plus des personnes, on dépend de l'accès à la monnaie. Chapitre 4. Stocker, c'est projeter le pouvoir dans le temps. La troisième fonction, la réserve de valeur, est peut-être la plus stratégique. Accumuler de l'argent, ce n'est pas seulement prévoir l'avenir, c'est se donner un pouvoir sur lui. Celui qui peut stocker la richesse peut attendre, négocier, résister. Celui qui ne le peut pas est contraint à l'urgence. Comme le montre Pierre Bourdieu, le capital économique permet d'acheter du temps, de la sécurité, des opportunités. L'argent devient une assurance contre l'incertitude, mais seulement pour certains. Chapitre 5. Qui contrôle la monnaie, contrôle le jeu. Si l'argent est si central, alors la vraie question devient évidente. Qui le contrôle? Aujourd'hui, la monnaie est émise par des banques centrales, en lien avec les États et les systèmes financiers. Elles décident des taux d'intérêt, de la quantité de monnaie en circulation, des règles du crédit. Ces décisions semblent techniques, mais leurs effets sont profondément sociaux: inflation, chômage, accès au logement, endettement. Gouverner la monnaie, ce n'est ainsi pas seulement gérer des chiffres, c'est arbitrer entre des groupes sociaux et leurs décisions dans l'avenir. Chapitre 6. Le dollar et la domination invisible. À l'échelle mondiale, cette question prend une autre dimension. Une monnaie domine largement les échanges internationaux, le dollar.
Le pétrole, les dettes, une grande partie du commerce mondial se règle en dollars. Ce qui donne aux États-Unis un privilège unique. Ils peuvent s'endetter dans leur propre monnaie, exporter leurs crises et influencer les autres économies. Cette domination monétaire est rarement vécue comme une violence directe. Elle est silencieuse, structurelle, intégrée aux règles du jeu mondial. Et c'est précisément ce qui la rend si efficace. Chapitre 7. Quand la confiance se fissure. Mais ce pouvoir a une limite, toujours la même, la confiance. Quand les gens cessent de croire en la monnaie, tout s'effondre très vite. Hyperinflation, pénurie, économie parallèle. L'argent redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une convention bien fragile. Les crises monétaires rappellent brutalement que l'argent ne tient pas par la force, mais par l'adhésion collective. Alors pour conclure, l'argent ne sert pas seulement à acheter, il sert à mesurer, à classer, à contraindre, à projeter le pouvoir dans le temps et dans l'espace. C'est un outil pratique, oui, mais c'est surtout un instrument politique majeur, déguisé en évidence quotidienne. Comprendre l'argent, ce n'est pas apprendre à mieux le gérer, c'est comprendre qui écrit les règles et qui les subit. Dans le prochain épisode, on verra comment l'argent permet parfois de contourner ces règles, sans jamais vraiment les abolir. En attendant, c'était le jeu de société, et maintenant, à vous de jouer!